Et la startup, ça veut juste dire que vous allez croître rapidement et ça veut dire que vous avez des ambitions qui sont non pas nationales mais internationales, que vous voulez prendre le continent, vous voulez prendre le monde. Maintenant, le truc, c'est que il y a une différence entre être entrepreneur et être start-upper. Être start-upper, c'est pas pour tout le monde. Vous pouvez être un entrepreneur prospère. Euh, j'ai envie de donner des noms, mais je sais pas si ça va parler aux gens parce que il y a par exemple un entrepreneur comme Babacar Ngom, qui est un entrepreneur sénégalais, qui a l'entreprise agroalimentaire la plus grande du Sénégal. C'est pas un start-upper. C'est pas un start-upper et il a une entreprise qui doit avoir une trentaine d'années d'existence, qui fait des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Euh, mais c'est pas un start-upper. C'est juste que quand on est entrepreneur, on va prendre 10 ans à faire ce qu'un start-upper va peut-être prendre 5 ans à faire. Et le start-upper, il va aller 2 fois plus vite parce que justement, il va rentrer dans un game où il va chercher à lever des fonds. Mais chercher à lever des fonds, ben, pour moi, c'est pas obligatoire. Et pour moi, c'est un choix. C'est un choix où c'est parce que tu vas aller vite. Mais il faut bien mesurer la chose. Et même quand tu es start-upper et que tu veux lever des fonds parce que tu veux aller vite, tu n'as pas le temps, tu veux que dans 5 ans, tu vas être milliardaire dans 5 ans. Il y a OK, mais il faut quand même savoir qu'avant la recherche de fonds, il n'y a rien de plus important que la recherche de clients ou la recherche d'utilisateurs. Parce que même si, bon, ça c'est la nuance client-utilisateur, mais bon, bref, l'un ou l'autre, il faut manifester une croissance importante sur tes clients et tes utilisateurs avant de dire que tu peux aller lever des fonds et tout. Super. Il y a Arthur qui lève la main, on va lui donner la parole. Une minute. C'est bon, Arthur? Là, je pense que tu peux activer ton micro. Oui, yes. C'est bon. Oui, oui, c'est activé. Voilà. Donc, je me représente, je suis Arthur Kabouré, monsieur Olabissi. Vas-y. Voilà, je suis étudiant en 3e année de transport logistique. Voilà, j'ai également lancé un service. Moi, j'ai lancé un service livraison. On fait aussi du commerce général des déménagements ici. Voilà. Maintenant, moi, j'avais 2 questions. D'abord, 2 questions. Alors, la première, c'est au niveau de la communication. Voilà. Vous m'avez dit qu'à un moment, vous avez déboursé de gros fonds pour financer votre communication. Et moi, j'aimerais savoir particulièrement quel a été l'impact. Est-ce que l'impact a été positif? Et la deuxième question, bon, vous préférez quoi? Je pose, vous répondez ou bien je pose tout? Non, continue. Ok, la deuxième question, c'était au niveau de l'import-export à votre niveau. Comment ça se passe? Et généralement, par exemple, DHL qui ont des avions et tous les moyens logistiques nécessaires, chez vous, ça se passe comment? Ok. Voilà, c'est okay. ma question. D'accord, je réponds. Arthur, merci Arthur hein, pour la question. Tu étudies dans quelle école? Et je suis étudiant à l'Institut africain de management, Burkina Faso. Ok, super. Ok. Ok, je réponds à la question ou bien on attend d'autres questions? Non, c'est bon, tu peux répondre directement. D'accord. Alors, la première partie, la communication, oui, l'impact a été positif. Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous ont connus à l'époque, au début 2013, via Facebook, YouTube et tout. Mais comme je disais, c'était les débuts. Donc, quand tu dépensais 10 000 francs sur Facebook, il y avait un impact. Il y avait vraiment un vrai impact parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait qui faisait des publicités. Donc, la portée naturelle des publicités et des publications même était vraiment importante. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il faut trouver un autre moyen, peut-être que c'est un autre réseau, peut-être que c'est autre chose. Mais honnêtement, il faut jamais s'arrêter de communiquer. Jamais. Nous, c'est une des erreurs qu'on a faites après avoir levé des fonds. Il faut jamais s'arrêter de communiquer, jamais s'arrêter de faire de la publicité, même quand on a l'impression que ça coûte cher et tout ça. C'est jamais perdu.
Maintenant, il faut toujours suivre parce que l'idée, c'est de, quand tu dépenses 1 € de publicité, il faut suivre c'est quoi le chiffre d'affaires que ça te ramène en face. Et c'est ça qui est pas évident. Mais aujourd'hui, avec les outils digitaux, si tu fais de la publicité digitale en ligne, il y a plein d'outils, et notamment l'outil central, c'est Google Analytics. Il y a plein d'outils qui te permettent de traquer et de mesurer, OK, j'ai dépensé ce mois-ci 200 000 de publicité, mais je sais que j'ai généré 1 million de chiffre d'affaires. Voilà un peu. Euh, Après, sur l'import-export, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec tous les grands transporteurs internationaux, DHL, on les connaît bien, on a travaillé un peu moins aujourd'hui, mais beaucoup, on travaille avec eux au début. Et aujourd'hui, nos partenaires transporteurs principaux, ça va être CMA-CGM, j'ai envie de dire, ouais, CMA-CGM, et un autre transporteur peut-être qui est moins connu, mais on va dire CMA-CGM. Je pense que celui-là, peut-être tout le monde connaît, ça donne une idée. CMA-CGM, ils sont basés à Marseille, c'est une entreprise française. Je pense qu'ils sont premiers ou deuxièmes dans le monde sur tout ce qui est transport maritime. Donc, ils affrètent des navires, ils positionnent des conteneurs et tout ça. Et voilà, donc nous, on cherche les clients et puis après, eux, ils s'occupent de faire le transport. Et ils ont aussi maintenant une partie aérienne où ils font beaucoup de transport aérien. Donc là aussi, en fait, on amène les palettes avec tous les. On amène, nous, en général, on fonctionne sur des envois aériens. C'est des palettes qui font 150, 200 kilos. Et en fait, on leur amène les palettes et c'est eux qui chargent dans l'avion et ensuite qui nous livrent. Donc, pour ceux qui pensent on n'a pas encore acheté d'avion, pas encore acheté de bateau, mais bon, ça c'est prévu, ça viendra. Super. Je ne sais pas si Arthur a... Arthur, c'est bon pour tes questions? Les réponses sont claires? Ça, c'était vraiment poignant. Moi, je suis dans la communication digitale et j'ai d'autres projets aussi voilà, d'autres projets. Voilà, j'ai une mini-entreprise et aussi je travaille sur d'autres projets. Donc, vous avez dit, m'a vraiment motivé ce soir et c'était vraiment pertinent. Allô? C'est bon. Super. Yes, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour! Oui, bon, moi, je suis Salut, tombé dans Alexis. Oui, en fait, j'ai été invité par mes étudiants dans cette conférence-là. Mais bon, j'ai trouvé le débat intéressant. OK. Donc, je m'appelle Nagalo Alexis, je suis ingénieur en informatique. J'ai fait mes études en France et je suis actuellement au Burkina Faso. Donc, je suis responsable du cycle d'ingénieur à l'IEJU, une école d'ingénieur au Burkina. Et je suis rentré au Burkina parce que je voulais entreprendre. Bon, donc, je suis rentré avec un ami. Donc, au début, j'ai dit que je suis informaticien, mais je suis plutôt passionné par tout ce qui est agriculture. Donc j'ai vu un ami qui est ingénieur aussi en agriculture et on s'est associé pour créer une entreprise. Et actuellement, on a pu lever des fonds, on a fait des installations, on a commencé la production. On a fait un investissement de près de 50 millions. Donc actuellement, tout va bien actuellement. Mais en parallèle, je travaille actuellement dans une école d'ingénieurs et je pense qu'il y a mes étudiants qui sont là, qui sont beaucoup entrepreneurs. Je pense que vous connaissez Fabien et dans le groupe. Il y a beaucoup d'autres qui sont aussi Yes, là. Fabien qui est là. Oh, il est là, je pense. Il y a beaucoup d'autres qui sont là. Ouais, Et je le trouve que retour. c'est vraiment une bonne OK. idée de se retrouver, de discuter sur l'entrepreneuriat en Afrique et voir dans quel ou quel domaine on pourra entreprendre et vraiment booster le développement de l'Afrique. Moi, ce qui me choque souvent, c'est en fait, quand je quitte la capitale et je rentre dans la campagne, je vois comment les paysans, bon, les villageois, se débrouillent pour avoir à manger. C'est énervant parce que on se dit que la science nous donne tellement d'opportunités pour changer tout ça et on ne fait rien.
Alors, on préfère rester dans la capitale avec voilà, un meilleur salaire. Et alors que il y a des exemples partout dans le monde, hein, des agriculteurs qui sont multimilliardaires, qui ont changé leur environnement, qui ont employé beaucoup de gens, qui ont, voilà. Et nous sommes sur cette lancée-là. Bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je demandais si le projet, c'est de se mettre à plein temps sur les projets agricoles ou bien vous souhaitez, ou si vous avez un projet par rapport à votre poste, votre carrière de professeur en informatique, comment vous comptez gérer les deux en même temps? Est-ce que c'est, comment vous faites? En fait, le champ, comment on appelle ça, le projet, c'est un projet très vaste et complexe qui, avec plusieurs phases. Donc, on est en train d'implémenter la première partie qui est de mettre sur 5 hectares, dont on a déjà déployé un système d'irrigation avec du solaire, du fourrage, du bassin. Voilà, donc on a repiqué sur une partie. Et maintenant, il y a une autre partie qui est comment gérer un système automatisé avec l'intelligence artificielle. Ce qui nécessite aussi une partie étude. Voilà, une partie étude, c'est une partie étudier le système, travailler en temps au côté universitaire sur ces parties, soit sous forme de thèse ou soit faire la recherche sur comment analyser les données et tout ça. Donc, il y a une partie informatique derrière. Donc, c'est très complexe comme projet. Ah, ça a l'air, c'est pas. Maintenant, par rapport aux 50 millions que vous avez investis, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où est-ce que vous les avez investis? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans du matériel? Est-ce que c'est dans du personnel? Est-ce que c'est dans des semences? Et aussi, comment est-ce que vous planifiez de les récupérer en chiffre d'affaires ou quoi? Et sous combien de temps? En fait, le truc, c'est qu'on a déjà un terrain de plus de 8 hectares qu'il fallait clôturer. Mais ce qui a plus, là où il y a plus eu de l'investissement, c'est l'installation du système d'irrigation, d'arrosage sur tout le champ. Donc, il fallait creuser des tranchées, enterrer des tuyaux, mettre un système d'aspersion, faire des fourrages, mettre des pompes, payer des panneaux solaires et tout ça. Et faire de sorte que quand il y a du soleil, l'eau pompe est stockée dans un bassin et avec un système de pompage pour récupérer et puis vous arroser le champ. Donc, tout ça, c'est des investissements lourds parce que les pompes coûtent cher. L'installation du système d'arrosage sur 5 hectares, ça coûte cher. La clôture coûte cher. Un bassin, ça coûte aussi cher. Donc, il y a eu beaucoup de choses un grand investissement qui a été fait. Plus les intrants, les systèmes, les équipements agricoles. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Ok, non, très intéressant, vraiment. Allô? Ah, d'accord. Bon, rapidement, la personne demandait pourquoi vous n'avez pas entrepris en France. En France? Donc, non, parce que déjà, ouais. Pour le problème déjà que j'ai soulevé, ça concerne le Burkina. Hein. L'agriculture est déjà moderne en France. Il y a des paysans qui arrivent à vraiment. Avant de rentrer même au Burkina, j'ai visité beaucoup de fermes dans les villages français pour maîtriser quand même certains processus là. Et pour apprendre quoi. Et là où je voulais vraiment intervenir, c'était au Burkina parce que là-bas, l'agriculture est encore embryonnaire. Et même embryonnaire, c'est beaucoup dit quoi. Voilà. Donc, voici la raison. D'accord. Voilà. C'est bien reçu. Ouais, voilà, si tu veux rebondir là-dessus, ou répondre même carrément, parce que la question aussi, on pourrait te la poser. Non, je pense qu'il a bien répondu. Hein. Il a bien répondu. Je pense que moi, ce que j'ai compris, c'est que il sentait qu'il y avait plus de valeur à apporter au Burkina, il y avait plus de choses à faire au Burkina. C'est pour ça qu'il est revenu. Et d'ailleurs, vraiment, je salue cette démarche. Je salue cette démarche.
Je sais pas. Ok, super. C'est vrai que je n'ai pas eu à beaucoup m'exprimer. Comme je l'ai dit, c'est un problème de réseau et tout. Ouais. Bon, je vais un peu parler de notre initiative. Profiter, partager quelque chose. Exactement. Voilà. Vas-y. Voilà. Bon, déjà, comme je l'ai dit au départ, c'est une web télé que nous avons lancée dans le but, en fait, voilà, de faire sortir ces jeunes entrepreneurs de l'ombre, en fait, à la lumière. Parce qu'on a eu à faire ce constat-là qui est qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui font quand même quelque chose d'intéressant. Mais souvent, il y a cette difficulté-là en fait, de se faire voir. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous, on a créé. En fait, c'est juste ce qu'on a constaté et on a lancé l'initiative. Maintenant, on se rend un peu compte que même si, voilà, c'est bien de les aider, mais il faudra que l'initiative en question puisse s'autosuffire. Voilà, donc on a déjà commencé par exemple, à faire des interviews de ces jeunes-là. Voilà, on est là, on est sur Facebook, Instagram, YouTube également, WhatsApp, voilà, parce qu'on a essayé de créer un canal là-bas, voilà, où on partage quand même les activités de ces jeunes-là. Ils s'expriment parce qu'on visait ce côté-là aussi, parce que ce n'est pas évident. Il y a des gens qui mènent des activités, mais quand tu leur demandes de s'exprimer sur leur activité, souvent c'est un problème. Donc, on a voulu aussi toucher ce côté-là. Ouais. Voilà. Donc, également, il y a le côté volet formation qu'on est en train d'attaquer parce que c'est bien de montrer d'autres jeunes en fait, qui inspirent leurs camarades, mais nous, on pense qu'en réalité, il faut une certaine formation. Voilà, il faut une certaine formation. Voilà, il y a quelque chose même qui me vient en tête déjà. Est-ce que Olabisi a eu à faire, par exemple, avant de se lancer, ou même quand ils se sont lancés, quelques formations pour maîtriser un peu son domaine, un truc comme ça? Mais donc, c'est une formation à la fois théorique, mais aussi pratique, parce il y avait des études de cas, il fallait faire des cas pratiques, etc. C'était très intéressant. Mm-hmm. Mais, je me rends compte que le plus intéressant dans la formation, c'était les autres élèves. On était une classe de 20-25 et j'ai autant appris des autres que des professeurs, en fait. Je me suis retrouvé dans une situation où le plus jeune de la classe, et à l'époque, en 2010-2011, moi j'avais 24 ans, 23 ans, 23, 24 ans, il y avait un gars dans ma classe qui était plus jeune que moi. Il avait déjà monté une entreprise. Son entreprise, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des pulls, comme en France il fait froid. Il prenait des pulls et il mettait les logos des écoles. Par exemple, il y a quelqu'un qui tout à l'heure qui parlait, qui disait qu'il était à l'IAM, Arthur. C'est-à-dire qu'il va voir, c'est comme si le gars il va voir l'IAM, il dit ok, vous avez 1000 élèves, je vais faire 1000 pulls avec le logo de l'IAM dessus. Et puis c'était ça son entreprise. Et le gars, on avait 23 ans, il avait déjà fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires et son chiffre d'affaires grandissait et il développait son business en même temps que les cours. Moi, j'ai trouvé ça, j'avais jamais vu ça, ça m'a mis une gifle. Et lui, c'était pas un prof, c'était mon collègue. Il y a d'autres gens comme ça dans la classe qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont fait mettre en perspective beaucoup de choses. Et je me rends compte que dans la formation, c'est très important de créer un environnement positif. C'est pour ça que quand on parle d'entrepreneuriat, tous les incubateurs, parce que nous, au début, j'étais dans un incubateur en 2012. En 2012, j'étais dans un incubateur. Et en fait, une des principales utilités d'un incubateur, c'est juste de créer un environnement où tu es avec d'autres entrepreneurs, en fait. Et quand tu es avec d'autres entrepreneurs qui sont dans une démarche de créer un projet, de chercher des clients et tout, ils ont les mêmes problèmes que toi, et ben, quand vous êtes ensemble, ça fait un petit écosystème où vous avancez beaucoup plus vite. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec Young Entrepreneur TV, parce que ce que vous faites, même en allant interviewer les jeunes entrepreneurs, etc., vous pouvez créer ces entrepreneurs. Après, même où les gens vont se retrouver,
et Mhm. créer cette émulation, cet échange-là, cette énergie-là, en fait. Et c'est cette Mhm. énergie-là aussi qui pousse les projets. C'est très important parce que ça fait partie de la formation, en fait. Il y a ce qu'on Mhm. apprend, la théorie et tout, mais on apprend Mhm. beaucoup des autres et il y a aussi beaucoup cette notion d'énergie qui est très importante. Et ça montre que c'est possible, en fait. Ça montre que c'est possible. Mhm. Ça lève des barrières. Et c'est souvent les barrières, elles sont dans la tête. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, les jeunes, ils ont besoin de savoir que c'est possible. Et avec Young Entrepreneur TV, vraiment, je vous encourage parce que je pense que Mhm. vous avez vraiment quelque chose à apporter là-dessus, quoi. Mhm. Merci. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais Super. mais n'hésitez pas à me couper, hein, quand je m'emballe et tout, là, faut me couper dans Non, il n'y a mes, pas de souci. On aime ça. Vu que je n'avais pas suivi, est-ce que vous avez un peu parlé de la carrière Ok. voilà, d'artiste de Ola et tout ça? Oh non, Parce j'en venais qu'apparemment, justement à la fin. Je c'est voulais un demander à rappeur. Ola, Ola, comment tu trouves le temps pour aller au studio? Yes. Tu trouves le temps moi-même. où pour aller au studio? Alors, ça, c'est une belle transition parce qu'en fait, au début, quand on a commencé, donc je vous disais, j'étais dans ma chambre d'étudiant là, et je recevais les colis dans la chambre, et il y a cette phase de flottement au début où on ne sait pas trop ce qu'on fait en fait. Le matin, quand on se réveille, on se dit, mais en fait, j'avais un chemin tracé, j'étais supposé aller travailler pour telle entreprise et tout, et là, je suis en train d'essayer d'envoyer des colis. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en fait, à cette période-là, la musique m'a beaucoup aidé parce que j'écoutais beaucoup de musique. Bon, moi, je suis un fan de hip-hop, de rap et tout ça. J'écoutais beaucoup de musique et en fait, la musique, en fait, pour me motiver et pour trouver la motivation. Et en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle je fais de la musique, c'est parce que j'aime ça et je me dis, si ça peut motiver d'autres, eh ben, tant mieux, quoi. Mhm. Merci pour tout, Ah, merci c'est pour un la plaisir. confiance, merci pour tout ce que tu as pu nous apporter en 1h30. Voilà, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Toutes nos salutations à Oumar et Youssou. Ouais. Oui, Oumar et Youssou, mes Et associés ceux bien qui sont aimés. à Dakar, yes. Ouais. Ceux qui sont à Je vous Dakar, laisse peut-être alors. qu'on Merci, s'organiserait merci un coup. beaucoup. Merci.